Maintenant, pendant qu'on est dans le silence, on peut faire l'expérience du pouvoir des pensées. Une image qui peut être inspirante sur l'écran de notre esprit est celui d'un chemin, symbole du chemin de la vie. Et tout en visualisant un chemin sur lequel j'avance, je peux imaginer que ma vie a un long parcours avec un début, un milieu et une fin. Et si aujourd'hui j'en connais le début et j'en connais certains passages, tout ce qui est à venir m'est encore inconnu. Mais j'avance sur le chemin de la vie. Et quand j'explore le pouvoir du silence, je redécouvre mes beautés intérieures, mes pouvoirs intérieurs. Qui me permettent d'apprécier chaque pas que je fais sur le chemin de la vie. C'est la qualité de mes pensées qui détermine la qualité du chemin. Et plus j'avance, plus j'apprends à apprécier chaque partie du chemin. Que ce soit un chemin agrémenté avec la nature, ou un chemin dans lequel se dressent des obstacles. J'apprends à apprécier chaque partie du chemin parce que je sais qu'il y a un sens et que tout ce que je vis aujourd'hui n'est qu'une étape qui m'amène à ce que je vivrai demain. Et je sais que je peux soit me battre contre le chemin ou accepter le chemin tel qu'il est et utiliser mes pensées pour apprécier chaque moment de ma vie. En me rappelant que même si la destination est importante, la vie, c'est le chemin. Et le chemin, c'est la vie. Alors, tout en visualisant un chemin qui me correspond, je me dis que si le passé est déjà tracé, je peux encore influencer le futur. Je peux encore changer le destin de ma vie. Et plus je crée des pensées qui sont belles, qui sont pures, qui sont puissantes,
plus j'invoque devant moi des scènes qui longent le paysage et le chemin, qui correspondent à ces pensées. Une pensée de courage, et le chemin devient facile. Une pensée de patience, et le chemin ne paraît plus si long. Et une seule pensée de bonheur, et le chemin s'embellit. C'est comme si en créant des pensées qui ont un sens, des pensées reliées à mes valeurs les plus profondes. En créant ces pensées, je fais apparaître tout au long du chemin des scènes magnifiques qui sont à mon image. Et si je pense au bonheur, le chemin devient le chemin du bonheur. Si je pense à l'amour, le chemin devient un chemin d'amour. Alors je trace le chemin avec mes pensées. Et j'avance sur le chemin de ma vie. Et je donne à ce chemin toute la grandeur qu'il mérite. Et cette grande marche de la vie m'amène vers le bonheur, vers l'amour, vers la paix. Le chemin est la vie, et la vie est le chemin. Bonsoir, bienvenue, content de vous retrouver. Ça va, je vous réveille pas, c'est bon? Non? Alors j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Alors comme d'habitude, la transition entre la méditation et le partage d'idées, c'est la pause publicitaire. Quelques petites annonces, on a des programmes vraiment intéressants qui viennent au cours des prochains jours. On recommence une série que certains ont peut-être déjà découvert qui s'appelle une soirée thématique, des soirées partage, expériences animées par Lynn et Dominique. Et ce seront des soirées qui vont avoir lieu sur 4 semaines, donc à compter du 14 novembre. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est libre, on n'est pas obligé de suivre tous les mardis, vous pouvez venir. Donc ce sera pendant 4 mardis du 14 novembre au 5 décembre. Et le premier thème, le 14 novembre, sera sur le détachement. Ça commence à 7h jusqu'à 8h15.
Et il est bon d'avoir suivi le cours de méditation comme préalable pour ces soirées thématiques. Ceux qui sont habiles en anglais, le vendredi soir, on a commencé une série qui s'appelle Spiritual Cleanse et qui se poursuivra et se terminera ce vendredi de 7h à 8h15 également. Donc c'est présenté en anglais. Et finalement, le grand programme de l'année pour nous, en fait, un des grands programmes va avoir lieu vendredi le 17 novembre. Donc pas ce vendredi-ci, mais vendredi prochain. Et on reçoit Ken O'Donnell, qui est un des membres des Brahma Kumaris parmi les plus expérimentés. Il a commencé très jeune, il y a 40 ans maintenant. Il dirige maintenant tous les centres des Brahma Kumaris en Amérique latine. Il est australien, mais parle espagnol, portugais, se promène beaucoup à travers le monde. Il a passé vraiment une formation professionnelle et spirituelle très intéressante. C'est vraiment un conférencier à ne pas manquer. Il a écrit de nombreux livres. C'est un de ceux qui ont une organisation mentale vraiment fascinante et qui vaut la peine d'être découverte. Donc, il anime cette conférence qui sera présentée en anglais avec une traduction simultanée. Donc, le vendredi 17 novembre à compter de 7h. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde, donc venez un petit peu plus tôt si vous voulez pas être assis sur le trottoir dehors parce que il fait froid ces temps-ci. Donc, gardez-vous une place à l'intérieur. Et voilà. On va parler de vieillir. Ça vous tente? Je sais pas, il y en a qui connaissent pas le thème en venant ici. Il y en a qui viennent pour la première fois ce soir ou qui découvrent le centre. Ouais. Alors, bienvenue. J'espère que c'est bien un centre de méditation que vous cherchiez. C'est pas un centre de fitness ou de... Non, ça va. Hein. C'était pas non plus pour ouvrir un compte à une banque. Non. Vous avez compris que c'est pas une banque. Ok, c'est bon. Vous êtes au bon endroit. C'est bien. Et maintenant, on va parler d'un thème qui est intéressant, qui est celui du vieillissement. Et ça tombe bien. Non, pas vous. C'est la jeunesse éternelle. Ça, c'est mercredi prochain, ouais. Les exceptions la semaine prochaine. Ça tombe bien, moi je travaille en télévision et je fais des petits reportages, des documentaires. Et je viens de terminer justement un documentaire qu'on a appelé finalement Vieillir dans le bonheur. Et c'est une rencontre entre deux personnes de 80 et 85 ans qui sont en intergénérationnel avec une jeune fille de 20 ans qui se passionne pour les personnes âgées. Elle fait des études pour créer sa propre maison de retraite. C'est son but dans la vie de créer et gérer une maison de retraite, puis de travailler avec les personnes âgées. Puis elle est vraiment pétillante, elle pose des bonnes questions. Et moi, on m'avait dit qu'on allait voir des personnes âgées qui souffrent beaucoup d'isolement, qui sont seules, qui s'ennuient et qui vont profiter d'un petit brin de fraîcheur en voyant une petite jeune toute pétillante aller se promener en vélo. Donc, ils sont tous les trois sur un vélo, une espèce de rickshaw avec un triporteur. Et en fait, j'ai vu aucune personne âgée déprimée, déprimante. Au contraire, j'étais vraiment surpris. Même, je croyais que j'avais pas de bon sujet parce que je me disais, voyons, ils sont bien trop de bonne humeur. Ils sont pas du tout... Il y a aucun problème. Et on a filmé, finalement, on a trouvé deux dames vraiment exceptionnelles qui rigolent tout du long. Et je vous laisserai découvrir le reportage bientôt à Second Regard. Mais la phrase qui m'a vraiment frappé, il y a une des dames qui nous dit, vous savez, moi, je suis pas plus vieille qu'hier. Hein. Et ça, je trouvais ça vraiment très joli que sa façon de penser était, moi, je ne suis pas plus vieille qu'hier. Puis elle me dit, moi, mon anniversaire, c'est au mois d'octobre prochain. Moi, je serai pas plus vieille, hein. Vous savez, on vieillit pas comme ça. Moi, je suis à peu près, elle dit, c'est à peu près aux 2 ans, je trouve. Elle dit, je trouve qu'on vieillit un petit peu aux 2 ans. Elle dit, on vieillit pas comme ça, là, d'une semaine à l'autre. Et demain, je serai pas plus vieille. Et ce qu'on montre, en fait, c'est une rencontre entre deux personnes âgées et une jeune qui se fait vraiment dans le bonheur. Les deux personnes nous disent, c'est là-dedans que ça se passe. On est très actif, on se sent pas à vieillir. Hein. C'est juste quand on se regarde, des fois, là, on se dit oui, peut-être. Et on rencontre dans cette aventure l'ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, qui a 80 ans, et qui lui aussi nous dit, vous savez, sa citation est drôle, il dit, le général de Gaulle disait, la vieillesse est un naufrage. Mais vous savez, je pense qu'on peut bien s'en sortir si on a des vestes de sécurité.
Je trouvais ça très bon aussi. Et lui, il dit, moi, mes activités sont toujours les mêmes. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, je me sens pas... Il dit, j'ai 80 ans, je me sens bien. Pour le moment, ça va. Et ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup là-dedans que ça se passe. Tu sais que la vieillesse, c'est très mental. C'est évident que le corps vieillit. Mais comment le mental réagit au vieillissement du corps? Et c'est sûr que plus on s'identifie au corps, plus on va sentir qu'on vieillit. Mais plus on a une spiritualité, je dirais, sous une forme ou une autre, moins on va s'identifier à ce vieillissement physique. Et tous les gens qui vieillissent souvent le disent, ils ont au moins 20 ans de moins que leur corps, non? Il y en a qui en ont 20 de plus. Mais ça, ce sont ceux qui ont commencé à vieillir mentalement avant de vieillir physiquement, qui ont peur de la vieillesse, qui ont un malaise avec la vieillesse, ou qui se répètent tous les jours qu'ils sont vieux. Ça, c'est pas une bonne méditation. Hein? Nous, on n'a pas de commentaires comme ça. Je m'assois dans le silence, je sens que je suis vieux, je vais bientôt mourir, je vois les rides, je me sens malade. C'est pas une bonne méditation, ça. Si on vous met un commentaire comme ça, changez. Et nous, on a un commentaire qui est plutôt du genre « je suis dans le silence, je suis éternel ». Ça part déjà beaucoup mieux. Alors, le concept de vieillir est évidemment un concept physique. Et ce qu'on veut proposer surtout, c'est que dans le concept du vieillissement, c'est beaucoup plus un concept de vivre sa vie jusqu'au bout. Et comment est-ce qu'on va vivre sa vie jusqu'à ce qu'on quitte finalement cette forme physique? Et qu'est-ce qu'on veut que soit la correspondance à la fin de notre vie? Qu'est-ce qu'on veut atteindre d'ici la fin de notre vie? C'est plutôt ça le sens de vieillir à l'image de soi. Donc, essayer de vieillir avec une idée qui est comment je veux me voir une fois que je serai vieux? Moi, j'essaie depuis très, très, très longtemps. J'avais, je pense, 15-16 ans. Et j'avais vu une statue que j'avais offerte à ma sœur, d'ailleurs, qui est un grand sage. Aujourd'hui, ce serait pas très populaire. Je pense que c'était peut-être sur de l'ivoire ou quelque chose tout à fait interdit aujourd'hui. Mais c'était une espèce de statue. Puis c'était un vieux singe avec son bâton de druide, je ne sais trop quoi. Et même si j'avais même pas 18 ans, je pense, et je regardais cette statue. Puis étrangement, je me reconnaissais dans ce vieux singe. Et je me disais, c'est drôle, hein, ça m'attire d'être... pas d'être vieux, je pense, c'est pas ça qui m'attirait, mais c'était d'être sage. Moi, je pensais plus l'aspect du vieillard, là, c'est moins ça, mais c'est ce qui dégageait, qui vraiment m'attirait beaucoup. Et c'était ce sentiment, en fait, d'avoir atteint une vérité, peut-être, ou d'avoir atteint un éclairage, ou une lumière. Une plénitude, peut-être dans ce sens-là, une sagesse vraiment, qui lui donnait ce regard perçant où tu te dis j'ai atteint quelque chose. Et la vie, si elle est comparée des fois à un long chemin, il y a quand même quelque chose au bout. Il y a un accomplissement qui se fait. Il y a un accomplissement qui se fait tout au long du chemin, mais chacun peut définir en fait qu'est-ce que je souhaite trouver à la fin du chemin. Et encore aujourd'hui, c'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que j'aimerais devenir? À quoi est-ce que j'aimerais ressembler dans une forme accomplie, dans une forme épanouie? Qu'est-ce que seraient les critères qui déterminent le fait que ma vie est réussie? Serez-vous capable de définir qu'est-ce qui ferait que vous puissiez dire ma vie est réussie? C'est très subjectif, hein? Alors, j'espère que personne n'est déjà en train de compter combien ils veulent dans le compte en banque, non? C'est une réussite très limitée. Mais comment on définirait ce qu'on souhaite atteindre qui corresponde à avoir réussi sa vie? Et pour moi, c'est une très belle invitation à une réflexion sur soi-même. Se demander, en fait, quelle forme j'aimerais avoir après ma transformation. La vie est une longue transformation. Et si on voit une chenille qui se transforme en papillon, quand elle est entre la chenille et le papillon, on dit souvent qu'elle n'est pas très jolie. Hein? C'est un espèce de gros petit pudding mi-chenille, mi-papillon. C'est plutôt bien emballé dans un cocon. Et entre les deux, c'est la période la pire. Parce qu'elle est ni chenille ni papillon. Et on ne peut pas savoir à partir
cette espèce de gelée suspendue quelque part, quel genre de papillon ça va donner. Et nous, on est un peu dans une vie dans laquelle on est en perpétuelle transformation. Mais est-ce qu'on a une vision du papillon qui va sortir de cela? À quoi il va ressembler? Et on peut avoir, quand on est jeune, on nous demande souvent qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Puis on a des étiquettes vraiment très limitées, non? Il y en a qui se souviennent de ce qu'ils répondaient quand on leur demandait ça. C'est sûr, pompier, c'est pas mal, c'est bien. C'est ce qu'on veut être pompier. Il y en a qui se souviennent de ce qu'on disait quand qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand. Puis après, ça devient sérieux, on fait des études. Donc ceux qui font des études en droit, ben, ils se voient déjà avocats. Puis ça devient très spécifique. En droit, dans tel domaine, droit criminel, droit industriel, etc. Ça devient même très spécifique. Et généralement, quand on fait des démarches pour acquérir un savoir, on a une idée de ce qu'on veut devenir. Moi, j'ai commencé des études en vétérinaire. C'était clair que je me voyais avec des animaux. Ma matière première, c'était les animaux. Finalement, je suis devenu journaliste, mais ça, c'est un peu compliqué. Ça, c'est quand le papillon, il sort, puis c'est « Ah, bah dis donc, tu sors d'où, toi? » C'est pas du tout ce qui était... Pourtant, c'est pas ce qu'on avait mis dans le cocon, mais d'où tu sors, toi? Alors, des fois, il y a des problèmes génétiques, spirituels, comme ça. Mais on peut avoir des projections sur ce qu'on veut devenir. Qu'est-ce qu'on aimerait être? Et ensuite, on se rend compte qu'une profession, un rôle, c'est très limité. Et le vrai, ce que tu disais, la plénitude, être satisfait, être contenté, on va l'atteindre avec quoi? C'est sûr que bien des gens vont établir une famille, un foyer. Puis c'est vrai que c'est très important, puis ça constitue une partie du succès. Mais combien de gens ont établi le barème du succès comme étant une famille heureuse, stable, en sécurité, éduquée, non? On peut définir, ok, ça c'est le but. Mais le jour où tout ça s'écroule, on fait quoi? Puis là, on se rend compte que c'était un passage, puis qu'il y a une autre étape ensuite, qui n'est plus axée sur une structure extérieure, relationnelle, financière, etc. Et qu'elle est principalement axée sur une structure mentale, une structure d'état d'être. Et quand on vieillit, on peut soit déplorer l'âge à chaque jour, on peut dire « Oh my God, c'est de pire en pire. Ah bah dis donc, ça s'améliore pas. Hein? » Tu peux te regarder tous les matins dans le miroir et chercher le petit point noir qui apparaît, le cheveu blanc qui apparaît ou le plus de cheveux qui apparaît. On peut focaliser constamment sur la perte. Mais on peut aussi focaliser sur le gain. Et d'avoir une mentalité de dire je suis pas plus vieille qu'hier, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit fait fonctionner d'une certaine façon. L'autre état d'esprit, je suis vraiment plus vieille qu'hier, c'est de pire en pire, ça va avoir des conséquences. Ça va créer le chemin qu'on va suivre. Et c'est là où la spiritualité devient un nouveau laboratoire dans lequel on se dit non seulement je veux être bien aujourd'hui, puis on aspire à cela avec la méditation, on utilise la méditation, la spiritualité pour être bien dans notre quotidien, mais un jour on va se poser la question, mais sur du long terme, qu'est-ce que je veux construire avec ma démarche spirituelle? Et c'est là où la définition de ce qui détermine pour moi une réussite devient vraiment intéressante. Dans notre parcours, on se dit que c'est en ayant les yeux fixés sur le but et l'objectif qu'on détermine vraiment les efforts présents. Vous voyez? C'est logique aussi. Mais si on ne sait pas à quoi on aspire et qu'est-ce qu'on veut obtenir, ben on ne fera pas des efforts pour non plus. Si vous voulez devenir le meilleur chef cuisinier à Montréal, ben, ça va certainement vous orienter vers des cours de cuisine, puis vous êtes passé pas mal de temps dans la cuisine, ça c'est sûr. Si ça c'est l'objectif, ben, on va se donner les moyens pour y arriver. Donc quel est notre objectif de vie? Qu'est-ce qu'on veut atteindre qui puisse nous permettre de dire « Tiens, ma vie est réussie. J'ai atteint ce que je voulais atteindre dans ma vie. » S'il y en a qui seraient capables de formuler le but, des fois ça peut être très simple, hein?
Moi, je l'ai souvent réitéré, c'est un seul mot pour moi, qui a souvent été la ligne d'arrivée, je dirais. Elle va pour moi se manifester par un seul mot qui s'appelle liberté. Évidemment, c'est pas une liberté. Je suis pas en prison, rassurez-vous. J'ai pas de casier judiciaire, enfin pas que je sache. Mais la notion d'être spirituellement libre. Et quand je suis venu dans le Raja Yoga, c'était le mot qui m'a le plus attiré au départ. Quand on m'a dit, il faut que tu te libères de tes négativités, de tout ce mal qui t'habite, toute cette négativité que tu entretiens. Imagine le jour où tu puisses t'en libérer. Et je ne sais pas si vous êtes capable d'imaginer 30 secondes, ou même 1 minute, d'être complètement libéré de la colère. Complètement. C'est-à-dire que la paix, c'est votre nature. Puis que quand la paix est un peu bousculée, elle se transforme en réflexion. Laisse-moi y penser. On vient de voler ma voiture. Ah, ok, laisse-moi y penser. Je vais voir. C'est au lieu de... C'est assez extrême comme réaction, non? On provoque parce qu'on sait que la plupart des gens ne veulent pas abandonner la colère. C'est si on devait vous donner le choix d'aller passer une petite chirurgie, on dit là, il y a un nouveau médecin, il est fabuleux. Écoute, il vous opère, là. Puis quand tu te réveilles, tu n'as plus de colère. Pas sûr, tout le monde irait sur la table d'opération. Ouais, mais c'est bon la colère, non? Ça peut m'être utile, non? Si jamais... devant certaines situations, peut-être que j'en aurais besoin. Et nous, on dit, peut-être pas. J'interviewais une dame une fois qui me disait qu'elle voulait essayer de prouver que, et c'est d'actualité en ce moment, que de vouloir répondre à la peur par l'achat d'un pistolet ou d'une arme à feu n'était pas la solution. Et elle me racontait l'histoire d'une personne... pas besoin de vous dire dans quel pays, mais pas loin d'ici, qui se faisait dire écoute, c'est dangereux, il risque d'arriver des choses, tu devrais t'acheter une arme puis te promener avec une arme. Puis la femme, elle disait non, moi je refuse d'adhérer à ces valeurs-là. Et elle disait même pire que ça, je pense que si je prends une arme avec moi, je vais attirer à moi la violence. Et l'idée était que dans son mental, le fait d'avoir une arme était en fait une espèce d'énergie de violence qui attire la violence. Et elle dit, cette femme-là, elle avait 80 ans, elle dit, j'ai jamais porté d'arme. J'ai marché, c'est une femme qui travaillait, je pense, avec les personnes démunies, qui étaient dans les pires endroits de la ville de Détroit, je pense. Imaginez, elle dit, j'ai jamais senti que j'avais besoin d'une arme pour me protéger. Elle dit, par contre, j'ai toujours senti que j'avais besoin de courage. Elle dit, mon arme, c'était le courage. C'était pas une arme physique. Et elle dit, j'ai jamais attiré à moi la violence. Est-ce que c'est une coïncidence ou non? Mais elle dit, j'ai jamais eu le besoin de m'armer. Alors qu'on entretient facilement l'idée de la peur qu'on peut défendre par la violence. Alors nous enlever la colère, il y en a qui pourraient dire, ben là, j'en ai besoin de la colère. Et nous on dit, non, on n'en a pas besoin. Mais c'est pas, évidemment, c'est très dur de se libérer de ces choses-là. Sauf que la notion, pour moi, de se dire, j'aimerais un jour être libéré de mes défauts, de mes imperfections. On parlait un soir, je pense, de nos 3 problèmes qui sont les défauts, les imperfections ou les vices et les faiblesses. Donc il y avait les faiblesses, les défauts et les vices. Puis on disait, si on peut éliminer ça, si on peut se libérer de ça, imaginez à quoi on ressemble. Et heureusement, on a des modèles. Il y a des gens qui ont atteint ce genre d'expérience, qu'on appelle des sages. Des gens qui ont une très grande sagesse et qui vivent à l'image de leurs valeurs, c'est-à-dire qu'ils vivent cette paix. Et moi, je connais des personnes âgées, aujourd'hui d'ailleurs, qui sont très âgées, et qui vivent cette paix en eux-mêmes, en elles-mêmes. Et c'est vécu, c'est palpable, c'est vraiment palpable. Puis elles sont pas amorphes, hein. Je parle pas de gens à moitié morts, hein. Je parle de gens vraiment vivants, dans le bonheur, qui peuvent danser. Notre dirigeante qui a 102 ans, des fois elle va encore, même jusqu'à tout récemment, se lever, puis elle va... Hein? Comme Benoît Lacroix. Ouais, on a vu, nous, le père Benoît Lacroix. Il a pas eu 100 ans? Il a eu 100 ans, lui. Il a eu 100 ans, il est allé jusqu'à 100 ans. Ouais. Ouais.
c'est un magnifique exemple. Et ils vivent ces valeurs, ils les incarnent profondément et c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on veut atteindre qui soit vraiment... Et on se rend compte qu'en fait, le but qu'on pourrait se fixer, il est presque déjà atteint. Parce que le fait de le vouloir, à mon avis, veut dire qu'il existe déjà en moi. Quelqu'un qui veut devenir un champion olympique, honnêtement, je pense parce qu'il a déjà vécu en lui-même, sous forme de vision, sous forme de prémonition, il a déjà vécu la gloire olympique. Il le vit en lui. Il veut juste le manifester. Quelqu'un qui veut devenir très jeune, qui veut dire, moi, un jour, je serai un politicien, puis je vais réussir, la graine est déjà en lui. Et nous, on a juste à se demander en quoi est-ce que je veux bien espérer. Et si on ose formuler cette image, je pense qu'on provoque la manifestation de cette image. Il faut juste oser y penser. Et le but de la méditation, c'est en fait souvent de faire de la préméditation et de voir venir le futur. Mais nous, on dit toujours en spiritualité, on crée notre avenir. La pensée que j'ai aujourd'hui crée ce que je vais vivre demain. Si j'angoisse toute la journée, si je suis négatif toute la journée, j'invoque encore plus de négativité. Et j'ai souvent exprimé aussi, moi ça m'avait frappé le jour où je me disais, bon, je fais rien de mal, je suis quand même une bonne personne, je fais des bonnes choses. Mais quelqu'un m'a dit, à chaque fois que tu penses à quelque chose que tu n'aimes pas, tu augmentes la présence de ce que tu n'aimes pas dans ta vie. Puis répète-moi ça. Elle m'a dit, à chaque fois que tu dis que tu n'aimes pas quelque chose, tu invoques cette chose à être encore plus présente dans ta vie. Essayez de vous souvenir quand est la dernière fois que vous avez dit de quelque chose, ça, j'aime pas ça. C'est normal, on doit le dire, non? Ou est-ce qu'on peut dire autre chose? Et moi, je me rendais compte que, par exemple, et c'était la fameuse période qui était la plus révélatrice pour moi, je me disais souvent, ah, j'aime pas ça, j'ai pas le temps, j'ai pas assez de temps. Les gens me demandaient quelque chose, je dis, j'ai vraiment pas le temps. Là, je suis vraiment débordé. Puis, ça m'a jamais apparu comme étant une mauvaise pensée. Est-ce que ça vous paraît comme une mauvaise pensée? Pourtant, c'est une réalité. On vous demande, es-tu libre à 4 heures? Non, je suis vraiment débordé aujourd'hui. Là. Mon agenda est plein. C'est pas négatif, non? C'est une réalité. On pourrait dire, non, c'est juste fonctionnel. Mais dans notre spiritualité, en fait, ça devient une négativité. Parce que de dire, j'ai pas de temps, ben en fait, c'est qu'on multiplie l'intensité de cette réalité et on va faire en sorte qu'elle va se manifester encore plus. Et étrangement, quand on n'a pas de temps, la meilleure façon d'y penser, c'est de dire que j'ai beaucoup de temps. Ça paraît complètement paradoxal, puis hypocrite et aberrant, mais si on croit au pouvoir des pensées, ben c'est la seule façon d'y aller, quoi. À chaque fois qu'on se dit « Ah, j'ai un problème, qu'est-ce qu'on fait? On donne du pouvoir au problème. Alors que si quelqu'un vous dit « Ah, t'as un problème, là », tu dis « Non, j'ai pas un problème, j'ai une solution qui arrive. » Je le sais, elle arrive, là, je sens, là, la solution arrive. Elle est cachée par le problème, mais non, je sais, c'est juste c'est un truc, c'est une attrape, là. On essaye de me faire croire, j'ai pas de problème. J'ai une solution qui arrive. C'est juste demain, je ne serai pas plus vieille. C'est juste une formule de l'esprit. La réalité est la même. Mais comment on y pense peut changer la réalité. Et honnêtement, moi, ça a été ma plus grande révélation de commencer à me dire, quand ça m'avait frappé de me dire, Éric, ça fait des années que je souffre, que je suis dans la prison du mantra, j'ai pas le temps. Et souvent, les gens, quand ils venaient me voir au bureau, ils me demandaient, as-tu une minute? Je disais, 30 secondes. Tu sais, c'était gentil comme réponse, là. As-tu 30 secondes? As-tu 30 secondes? 15 secondes. As-tu 2 minutes? 1 minute. C'était souvent ça ma façon de répondre pour dire à l'autre que j'ai pas beaucoup de temps, mais je me force. Et puis un jour, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ben là, ce sera quoi ma nouvelle pensée?
Et là, j'avais créé la pensée, non, j'ai tout mon temps. Et j'ai commencé à jouer vraiment le jeu. Ceux qui travaillent avec moi le confirmeront. Et là, du jour au lendemain, les gens me voir, à 30 secondes, ben, bien sûr, j'ai tout mon temps. Je dis, mais non, je sais bien que tu n'as pas tout ton temps. J'ai tout mon temps. Ça va, t'es malade? Ça marche pas du tout dans le truc, là. Non, j'ai tout mon temps. Et honnêtement, ça a été magique, vraiment pendant... maintenant, il faudrait que je le recommence, ce truc-là, d'ailleurs, parce que c'est les... c'est comme les saveurs de crème glacée. T'es accro pendant un certain temps, tu manges que chocolat. Après, tu t'en lasses, tu oublies combien c'est bon, là, puis t'es parti ailleurs. Je pense que je pourrais peut-être me réécouter, là, tout à l'heure, puis me dire, bien, recommence ce mantra. Mais c'est vrai que ça marchait, c'est vrai que ça marche très bien. Je le dis encore. D'ailleurs, je dis ça, mais en fait, je l'ai pratiqué même ce soir. Quelqu'un est venu me voir, puis il m'a dit, je sais que tu dois partir, etc. J'ai dit, non, je faisais juste attendre, j'ai tout mon temps. Puis vraiment, on a passé une très bonne demi-heure et je pensais techniquement devenir plus tôt, être prêt plus tôt. Puis finalement, quand je viens pour partir, je me rends compte en arrivant presque dehors, j'ai oublié mon téléphone au bureau. Et juste quand je me retourne, il y a quelqu'un qui arrivait, donc on s'est parlé. Ça me remettait encore plus en retard, mais en fait, la discussion était très pertinente. Puis je disais, tu vois, si j'avais pas oublié mon téléphone, si j'avais pas été retardé, on se serait jamais parlé. Donc j'ai tout mon temps. Et c'était vraiment à propos que tout ça se passe comme ça. Et quand on veut se presser, puis qu'on pense que vraiment on détermine et qu'on gère notre temps, ben on est complètement dans l'illusion, quoi. Et d'avoir cette pratique de se dire, j'ai tout mon temps, ben ça a tout changé. Quand on dit, j'aime pas quelque chose, on crée cette chose. Et si on est dans les bouchons, puis on dit, je déteste les bouchons. C'est une réalité. Mais subtilement, c'est une pensée négative. Parce que qu'est-ce qu'on crée? On accentue cette réalité qu'on n'aime pas les bouchons. Il y a des grandes chances qu'on va se retrouver encore plus dans les bouchons, ou que s'il n'y a pas plus de bouchons, mais que notre intolérance aux bouchons augmente. Ça va pas nous débouchonner, ça va rester tout aussi bouché, puis ça va être pire en pire. Et l'idée, c'est de se dire un peu, à un moment donné, comment est-ce que je peux penser différemment? Imaginez quelque chose que vous dites souvent par rapport à ça, j'aime pas ça. Essayez de vous dire, est-ce qu'il est possible de vous dire l'inverse, ou de vous dire autre chose? Admettons que vous dites quelque chose qui a beaucoup d'allure, qui serait, par exemple, moi j'aime vraiment pas ça quand quelqu'un me ment. Non? Il y en a qui aiment ça, se faire mentir? Normalement, non. Mais quand on dit, c'est juste un exemple, même si on se dit, moi quand quelqu'un me ment, là, ça, j'aime vraiment pas ça. Essayez d'imaginer une autre formule, qui soit pas une négation. Ne serait-ce que de dire, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Hein. Quand quelqu'un ment, là, ça me passionne. Je suis toujours curieux de savoir pourquoi. Il y a sûrement quelque chose à débloquer quelque part. Est-ce que la personne ne me faisait pas confiance? Est-ce que j'ai pas généré une attitude d'ouverture suffisante pour que la personne ose me dire la vérité? Pourquoi elle a été obligée de me mentir? Ça, on est là devant la même réalité, mais on peut penser différemment. Et la conséquence est simple, c'est que plus je me dis j'aime vraiment pas ça quand quelqu'un me ment, mais plus je vais générer cette réalité encore. Puis plus je me dis c'est intéressant, elle me ment, hein? Tiens, j'ai essayé de débloquer cette situation. On se rend compte que finalement, non pas qu'on prend goût au fait que les gens nous mentent, mais on joue avec la situation, puis on grandit, puis on passe à autre chose, puis on s'agit, on se libère, et on se libère de la souffrance associée à une situation qui n'est pas nécessaire. Parce que si je dis je déteste les bouchons, ben j'ai une bien mauvaise nouvelle pour vous, parce qu'à Montréal, ça va pas se régler. Et ça va être de pire en pire. Alors, soit on déménage, puis vous allez vous retrouver dans un tout petit patelin avec 300 habitants, puis je vous garantis que la première semaine, ce qui va se passer, il va y avoir un gros camion qui va se renverser au coin de la rue, puis il va y avoir un gros bouchon avec 10 voitures, puis vous ne pourrez plus traverser, puis vous allez dire, là, écoute, j'ai été à l'autre bout du monde, dans un petit village, puis il faut qu'il y ait un seul camion, puis qu'il se renverse juste devant moi. Ben oui, on crée notre univers. Alors, c'est pas de déménager qui sera la solution. Les bouchons, il y en aura de plus en plus. Je peux changer mon attitude par rapport aux bouchons. C'est ce qu'ils ont essayé, là. Là, ils ont élu une maire, alors
On va voir si une mère maternelle. Hein, voilà. C'est une des priorités, c'est de changer la circulation. Moi, j'ai été assez longtemps à Montréal pour plusieurs mères. Ça n'a pas changé grand-chose. Hein? Hein? C'est les cônes, c'est la faute des cônes. Qu'est-ce que tu veux? C'est une forêt de cônes. Alors, mais de commencer à développer une mentalité qui dise « Ah, moi j'adore les bouchons. Ça me donne plein de temps pour réfléchir. C'est bon pour la méditation. Ça développe mon mental. C'est un bon exercice. Je transforme ma tête en cône orange spirituel. Je rayonne à travers le monde. Je deviens tout à coup un phare blanc et orange. J'adore les bouchons. » On devrait être capable de dire, moi comme Montréalais, ah j'adore les bouchons, alors c'est génial. J'ai refait ma vie grâce aux bouchons. J'ai réussi à trouver le sens de la vie grâce aux bouchons. Et moi j'avais fait un reportage, toujours à Second Regard, qui s'appelait Philo Taxi. Et en fait ça me revient à l'esprit, le but était justement d'interviewer des chauffeurs de taxi. Parce que souvent ils nous donnent des grandes leçons de vie comme ça, là, pour $12. Pas seulement un déplacement, des fois, posez-leur des questions, ils ont des belles réflexions. Puis justement, je m'étais dit, pour la télévision, ce qui serait utile, c'est qu'on va montrer tous ces cônes oranges partout, puis de dire aux chauffeurs, mais ça, la vie, c'est un peu comme ça, non? Et il disait souvent, ah non, par rapport aux cônes oranges de la ville, la vie, c'est facile. Ça, je trouvais ça très bon. Tout est relatif. Alors, c'est comment on voit les choses qui ont fait, puis je disais comme chauffeur de taxi, de devenir fou. Ben non, il ferait un autre travail s'il devenait fou. Eux, ils ont appris à gérer les cônes oranges. T'sais. Et je pense que nous, c'est ça qui nous empêche de se sentir libre. Et si on souffre toute notre vie des cônes oranges, puis qu'on se retrouve à 80 ans frustré dès qu'il y a un cône orange, on fait une crise, puis on doit prendre une pilule anti-cône orange pour pas mourir. Ça, c'est pas drôle, ça. On ne peut pas vieillir. Enfin, moi, je veux pas vieillir comme ça, non? Ça ne dérangera pas, il n'y aurait plus le droit de conduire à 80. Non, mais ce sera psychique, je pense. Ce sera juste la vue d'un cône orange, ça va l'énerver. Mais si on apprend à juste déboucher ça, en fait, si on arrive à changer notre façon de voir, pour moi, c'est ça la liberté spirituelle. C'est de pas souffrir. Puis là, je prends un petit exemple parce qu'un cône orange, c'est une petite chose, mais il y a des gens dans votre vie, je pense, ce sont des cônes oranges vivants, non? Pensez aux gens qui ont vraiment l'équivalent d'un nid de poule devant vous et qui font que vos amortisseurs sont mis à l'épreuve, là, qu'il y a un choc qui se fait à chaque fois. On met ça sur les petits cônes oranges, mais les vrais cônes oranges sont vivants, non? Et ils sont dans notre vie, sur le chemin de notre vie, quoi. Et sur le chemin de notre vie, on a des cônes oranges qui sont vivants. Puis ils nous barrent la route tout le temps. Ils nous ralentissent. Ils nous font faire des détours. Puis t'aimerais ça les enlever, ces cônes oranges. Mais la vie est faite de cônes oranges. Puis qu'on le veuille ou non, il y en aura peut-être toujours. Alors comment je gère les cônes oranges? Ben, fait que je vais me sentir libre un jour ou pas. Et plus tôt on arrive à trouver des astuces pour changer notre façon de penser par rapport à ça, plus on se libère. Si dans notre vie, on a c'est quoi les obstacles qu'on a dans notre vie? Pensez à ce qui vous limite. Et c'est ça l'exercice qui est intéressant. Qu'est-ce qui nous donne le sentiment de ne pas être libre? Est-ce que c'est la gestion du temps? Est-ce qu'il y en a qui se disent, si j'avais plus d'argent, au moins je serais mieux dans ma vie? Est-ce qu'il y en a qui se disent, si j'avais un autre époux, une autre épouse, ça irait mieux? Est-ce qu'il y en a qui se disent, qu'est-ce qui nous manque pour être comblé dans la vie? Et si on arrive à mettre le doigt dessus, on va se rendre compte que ce sont juste des façons de penser. Et ce qui nous bloque dans notre malheur et dans notre bonheur, c'est pas vraiment les situations, mais c'est notre grandeur d'esprit, c'est notre conscience. Et là où je trouve que la méditation est fabuleuse, c'est que la méditation nous apprend à vivre le bonheur de plus en plus intensément, à chaque fois. Ce qu'on fait comme exercice en silence, c'est de permettre à l'esprit de ressentir le bonheur, plus grand que nature, et ensuite de se dire, est-ce que ça m'intéresse? Et je vous assure, en méditation, quand on se dit des fois, j'aime tout le monde, essayez ça. En méditation, là, vous déclarez, je suis le cône orange de l'amour, à Montréal.
Je suis l'incarnation de l'amour, j'aime tout le monde. Essayez d'imaginer, juste maintenant, là, quelques secondes, de vous dire que vous, votre nouvelle identité, là, c'est tout à coup, tiens, j'ai déclaré, moi, dans ma vie, c'est fini. L'inimitié. Vous connaissez ce mot-là? C'est bizarre, hein? L'inimitié, l'inverse de l'amitié. Donc, on met un terme à l'inimitié. On met un terme en anglais, c'est dislike. J'aime pas. On se dit, tiens, à partir de maintenant, j'arrête de conjuguer j'aime à la négative. Donc, il n'y a rien qu'on n'aime pas. Pensez-vous que c'est possible? Il n'y a rien qu'on n'aime pas. On veut pas être hypocrite. On va juste trouver une autre formule. Même de dire, moi, j'aime pas la crème glacée à la vanille. C'est de trouver une autre formule. Juste pour le fun, hein? C'est juste pour dire, c'est exercer l'esprit à penser autrement. Toujours devant la même réalité, mais penser autrement. Et si on se dit, par exemple, moi j'aime tout le monde, un jour, je vous assure, si on se répète ça régulièrement, un jour on va prendre goût à cette identité. Puis on va se dire, quelle liberté! Imaginez ne pas avoir de sentiment le moindrement négatif pour personne. Qui est gagnant là-dedans? T'es sûr, c'est moi. Même si les autres ont des comportements désagréables, si j'ai pas d'inimitié, c'est moi qui gagne. L'autre fera bien ce qu'il veut. Là. Je peux pas imposer à l'autre une certaine réalité. Mais je peux au moins maintenir en moi cette attitude de ne pas avoir d'inimitié pour les autres, de haine. Des fois, ça va jusqu'à la haine. Et la plus grande libération dans les relations, c'est ça, c'est de ne pas sentir qu'on est malheureux à cause d'un autre. Pensez-vous que c'est possible? Vous avez une liste d'irréductibles sur qui il va falloir travailler un peu plus longtemps. Mais tous ceux qui m'aident, je vous demande la même chose. C'est une question de juste décoincer, débouchonner le bouchon. Moi, il y a des relations pour lesquelles c'est sûr que c'est pas facile. Et des fois, je me rends compte que, par exemple, ne pas, ne serait-ce que des fois dialoguer avec quelqu'un, fait en sorte qu'on crée des blocages dans notre tête nous-mêmes. On présume certaines choses. On prête des intentions à l'autre. Puis on accumule. Mais on va jamais se parler pour régler nos différends. Puis ça se termine tellement bêtement, tu sais, où la personne va tout à coup passer devant moi sans me regarder, puis là, nous, on va tout de suite présumer, je sais bien que tu as fait semblant de pas me voir, puis que tu me détestes et tout. Tu sais, on a créé un monstre, mais on s'est jamais parlé. Et des fois, c'est juste dans la tête que ça se passe. Et la haine, la mésentente, le mépris, cette forme d'amour négatif, des fois, il est juste dans la tête. Toute personne est potentiellement aimante ou aimable. Tu sais, on peut aimer potentiellement tout le monde. Alors, essayez d'imaginer qu'est-ce que ce serait de se dire, moi, c'est mon nouveau truc. J'ai tout mon temps, puis j'aime tout le monde. C'est déjà pas mal, non? Et de le vivre ensuite. Ça veut pas dire que c'est naïf. Ça veut pas dire qu'on ne voit pas à travers les autres ce qui se passe. Mais ça veut dire qu'on a décidé que moi, je ne me donne plus dans le sentiment négatif. Et ça, c'est une liberté spirituelle. Et ça, c'est une grande sagesse, à mon avis. Moi, si je pouvais atteindre ça avant de quitter mon corps, ce serait déjà pas mal. Parce que ça contribue à une espèce de richesse intérieure. Et je sais que c'est possible. On connaît, il y a des gens sur Terre qui sont vraiment des donneurs d'amour. Puis ça ne veut pas dire qu'ils sont naïfs. C'est juste, c'est leur nature. La bienveillance, l'amour, le respect, la tolérance, la patience. Tout ça, c'est... L'amour va attirer à soi après toutes les autres qualités. Puis on est gagnant. C'est-à-dire, on est très, très, très gagnant d'agir comme ça. Éventuellement, la personne qui agit de main va créer une aura autour qui va faire que les gens autour de lui sont plus aimables. Oui, c'est ça. Ça fait 20 ans que je te connais. Ça fait 20 ans que je ne t'ai jamais vu stressé ou trop souriant ou trop maudit contre quoi que ce soit. Puis, effectivement, tu ne sais même pas que tu dis au monde, je suis toujours disponible. Parce que ça paraît. C'est fantastique.
C'est drôle parce que j'ai reçu, toute sincérité, j'ai reçu un courriel aujourd'hui de quelqu'un qui me disait une bouteille à la mer, puis il me dit, quelqu'un que j'ai côtoyé il y a plusieurs années dans un autre poste. Et à l'époque, bon, c'était bien, personne n'était heureuse et tout, on se côtoyait comme collègue de travail, mais il était là en fait à l'époque où je disais j'ai tout mon temps, et j'ai pris beaucoup de temps avec lui des fois pour juste parler de toutes sortes de choses. Et là, on est à peu près 7 ans, 8 ans plus tard, et ça donne que cette personne traverse maintenant une période très difficile, et il me dit, écoute, c'est drôle, il dit, t'es la seule personne qui me vient à l'esprit. Puis dans mes 22 ans dans la compagnie, t'es vraiment le plus zen que j'ai jamais vu de ma vie. Et du coup, il dit, maintenant, en pensant à ce que tu m'as dit, tout commence à avoir un sens. Donc là, il aimerait avoir la suite de nos discussions, 8 ans plus tard, tu sais. Mais peut-être que oui, en effet, ce qu'on vit intérieurement, ultimement, on le transmet, mais c'est pas venu tout seul. Moi, je suis dans une école ici qui est, on dit souvent, le nom de l'organisation, c'est l'Université spirituelle mondiale des Brahma Kumaris. Et c'est vraiment une université. Au début, quand on me disait ça, je trouvais ça un peu pompeux comme terme, université. Nous, on était 2, 3 à l'époque. Puis quand je suis allé au siège social en Inde, écoute, il y avait des milliers de personnes, tout le monde avec son cartable, des cahiers de notes, on avait des conférences, des leçons, des thèmes, des ateliers. Je me disais, oh, c'est vraiment sérieux ici. Puis de voir des milliers de personnes au monde aussi dédiées dans leur effort spirituel pour dire, regarde, le but, c'est pas juste d'en parler, là, c'est de le devenir. Oh boy, ok, sérieux, là. Et aujourd'hui encore, quand on se confronte à des gens de partout au monde qui ont des cheminements spirituels, et qu'on n'est pas en compétition, on est en collaboration les uns avec les autres, mais tu vois le changement chez les autres. Puis tu vois que, ok, eux, ils le prennent sérieusement, là. Le silence, le respect, pas de temps. Tu vois, par exemple, nous, on dit, idéalement, faut pas voir le défaut des autres, puis faut pas en parler. Essayez ça juste pour une semaine. Ne pas voir le défaut des autres, puis ne pas en parler. Moi, je connais des gens, c'est un peu culturel, ils ont ça dans leur culture, ils parlent jamais en mal de quelqu'un d'autre. Vous en connaissez? Il y en a qui sont comme ça. Moi, j'avais une grand-mère, je sais pas si mes sœurs m'écoutent, mais elle aimait beaucoup pointer du doigt. Elle aimait beaucoup nous faire un portrait détaillé de tout ce qui allait mal dans chacun. Puis, sa vie a changé. Elle a vieilli, justement, mais elle s'est beaucoup assagie. Et à la fin de sa vie, c'était tout l'inverse. Jamais, 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 on n'aurait pu l'entendre dire du mal de quelqu'un. Et quelle version je préfère? Définitivement la version lumière, tu sais. Et elle a vécu, ma grand-mère, à 96 ans, elle était brillante, là. C'était vraiment, puis toujours, elle sait jamais, même qu'elle se plaignait jamais de ses propres souffrances. Mais elle n'était pas comme ça plus jeune. Et tout le monde peut se transformer. Mais c'est ce qui est magnifique dans la spiritualité, quand on arrive à se dire, tiens, je vais arrêter de pointer du doigt le défaut des autres. Imaginez de le faire pendant une semaine, c'est extrêmement difficile. Imaginez dans vos discussions, vous dire, tiens, je vais juste essayer pendant une semaine de ne pas dire à quelqu'un d'autre quelque chose de mal de quelqu'un d'autre. Essayez pour voir. De quoi on parle? Tu parlais juste de la nature, puis des papillons, puis de quoi on parle? Mais c'est vrai, hein? C'est tentant des fois quand quelqu'un dit, tu sais qu'est-ce qu'elle a fait? Ah ben, elle est terrible, toujours comme ça. Ah non, mais le pire, l'autre jour, tu sais, puis voilà, on en renchérit, puis on surligne, puis on condamne la personne, puis c'est ça qu'on a tendance à faire. C'est humain, c'est tout à fait humain. Mais essayez de ne pas le faire. C'est pas évident, mais est-ce que ça correspond à notre objectif de vieillesse? D'être une personne plus âgée, plus sage, qui a décidé de ne pas critiquer les autres. Puis quand les autres critiquent une personne, de peut-être trouver la façon habile de dire « Ouais, c'est vrai ce que tu dis, mais as-tu remarqué que... » Puis pointer du doigt qu'il y a quand même une qualité. Puis on va peut-être mieux voir ça. On nous enseigne, on dit si une personne a 99 défauts et une qualité, concentrez-vous très, 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 très fort sur la qualité. Vraiment, juste cibler la qualité, puis répétez-la. Moi, j'ai fait l'exercice avec des gens que j'aimais moins, de chercher une qualité, puis de vraiment... avant, je faisais mes chapelets, puis les « Je vous salue Marie », puis les machins.
aujourd'hui, je préfère faire ce genre de chapelet. Puis de nourrir en moi des répétitions dans ma tête, de dire non, mais cette personne, ok, elle est comme ça, c'est bon. Puis je surligne la qualité encore et encore. Puis les sentiments changent. Puis plus on essaie de... faut pas regarder les défauts. Ça sert à rien. On leur donne du pouvoir, encore une fois. Mais en voyant la qualité des autres, on change notre sentiment. Et ultimement, ce qu'on va dire va avoir du pouvoir. Et le jour où on dira à cette personne, toi, tu as une qualité que j'aime beaucoup, ça va être une bénédiction tellement profonde que ça peut changer la personne 10 fois plus que si on lui faisait la liste de ses défauts en lui disant, regarde comment t'es, puis t'es comme ci, puis t'es comme ça, t'es comme ça. Tu fais juste lui souligner sa qualité une fois. Et la personne va dire, le lien de confiance puis d'amour va être très différent. Et c'est ce qu'on appelle le pouvoir des bénédictions. Tu fais du bien à un autre, tu as les bons souhaits de l'autre. C'est naturel. Ça a un sens tout ça ou c'est trop difficile? Non? Vous avez tous noté votre devoir pour la semaine. Mine de rien, je vous en ai donné 3 quand même. Essayer de se libérer de sa colère, oui. Essayer de ne pas voir le défaut des autres et de ne pas parler en mal des autres. Essayer de se déterminer un petit peu à quoi on voudrait ressembler en vieillissant. Qu'est-ce qui correspondrait vraiment à notre être en disant, ouais, ça, non. Je pense que c'est ça qui me correspond. Et je pense que si on nourrit cette image de ce qu'on veut devenir, on donne du pouvoir à cette image. Puis on est gagnant. Ça va être certainement un gain de bonheur, de liberté, de bien-être. C'est pas si difficile que ça. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour consolider. C'est pas difficile que si vous continuez de venir ici, écouter, et chaque semaine apprendre. Oui, c'est le but aussi du centre. Je sais qu'il y en a qui sont en ligne et qui... Ça fait 60 ans que je fais de la méditation, du yoga. Je viens ici, jamais je sors ici que je ne m'ai pas enrichi de quelque chose. Puis vous êtes dans votre jeune âge aussi. 86. Ça ne lui fait pas du tout son âge actif. Actif, si vous voulez un modèle de vieillir dans le bonheur... Et si je ne me trompe pas, le chemin n'a pas toujours été facile. Il est arrivé des fois avec des histoires, mon Dieu. Tout perdu, les incendies, les accidents. On a abandonné une poursuite à la cour suprême. Pas suprême. La cour supérieure. La cour supérieure contre un contracteur qui a juste la moitié finie de ma maison qui est complètement brûlée il y a 7 ans. Ça fait 7 ans, ça traîne. Finalement, j'ai décidé d'abandonner toute la patente. Aujourd'hui, tellement plus riche, tellement plus heureux. Ça m'a coûté 150 000 pièces. C'est juste du papier, c'est vraiment... Ça sort d'une photocopieuse, ces trucs-là. C'est du bonheur photocopié. Alors... On médite sur tout ça, on essaie de restructurer ça en période de méditation. Alors, prenez le temps de bien disposer le corps afin de se sentir le plus détendu possible. Et quand on commence à ressentir le silence, on sent que les pensées ralentissent. Comme si les pensées suivaient le rythme de la respiration. Quand on est dans le silence, on utilise des pensées très simples. Je suis une âme. Je suis un être conscient.
Et je suis une énergie vivante. Et au plus profond de moi, il existe un océan de paix, une source infinie de paix. Cette paix est mon lien avec ma nature originelle, ma véritable nature. Un être de paix, un être d'amour et un être de bonheur. Et chaque fois que j'entre dans le silence, c'est comme si j'ouvrais les portes de l'âme. Pour y retrouver ma paix intérieure. Pour ressentir l'amour. Et ressentir le bonheur. Parce qu'ils sont toujours là en moi. Et le silence me permet de faire éclore toute cette paix, cet amour et ce bonheur en moi. Alors je regarde en moi, je vois de la lumière, comme si je me concentrais sur une source de lumière. Une lumière pure qui m'amène au-delà de la matière, au-delà du monde physique. La lumière de l'âme, la lumière de la conscience. Et quand je me dis que je suis une âme dans un corps physique, c'est comme si je redevenais complet. En reconnaissant la grandeur du corps, la beauté de la vie dans sa forme physique. Je reconnais en même temps la grandeur de l'âme. La grandeur de cette énergie vivante. Je suis une âme dans un corps physique. Mais moi, l'âme, je suis éternelle. Au-delà du temps et au-delà de la matière. Je suis conscience, énergie pure. Et c'est moi l'âme qui peut ressentir la paix. C'est moi l'âme qui génère l'amour et qui ressent le bonheur.
Et je peux façonner ces valeurs avec mes pensées. Je peux créer des pensées de paix, des pensées d'amour et des pensées de bonheur. Et avant de quitter ce moment de silence, je me dis que j'amènerai avec moi cette paix, cet amour et ce bonheur. Afin de pouvoir vivre chaque instant de ma vie en étant un être de paix, un être d'amour et un être de bonheur. Alors j'espère que ça vibre bien en vous, puis qu'on se retrouve très bientôt dans un centre de méditation près de chez vous. Alors bonne semaine et plaisir. Om Shanti. Au revoir.